Donc, je me présente, je suis Aurélie Levé, je suis chargée de projet au GRS et je suis accompagnée aujourd'hui de Jeanne Mosnier qui est actuellement en stage avec nous et qui s'occupe de vous faire entrer petit à petit dans ce webinaire. Alors, ce webinaire, justement, est organisé dans le cadre du consortium Métasynergie. Donc, qu'est-ce que Métasynergie? Déjà, ça a été créé en 2018 par l'ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ADREAL, avec les champs d'agriculture, GRDF, GRT Gaz et le GRS. Il vise à réunir à la fois les acteurs institutionnels et professionnels de la méthanisation en région pour accompagner le développement cohérent et exemplaire de la filière sur notre territoire. Et aujourd'hui, nous avons souhaité organiser ce temps d'échange car le sujet de la valorisation des biodéchets est de plus en plus au cœur des problématiques des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc, nous ferons un focus sur les grands enjeux autour de la gestion de ces biodéchets et plus spécifiquement la place qu'ils occupent au sein de la filière méthanisation. Donc, au cours de ces 2 heures à venir, après un petit rappel des enjeux par moi-même, nous aurons le plaisir d'accueillir Alice Hannibal-Jambé, qui est chargée de mission économie circulaire et déchets à l'ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aurélie Rebel, chargée de projet énergie, biomasse, agriculture et méthanisation au sein du GRS pour vous présenter les grands facteurs clés de réussite d'un projet de méthanisation des biodéchets. Nous aurons également Pascale Chenon, qui est experte indépendante à Vox Gaia, pour vous faire un rappel sur les grandes réglementations autour de la gestion des digestats qui intègrent des biodéchets. Nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Dalozzo, qui est président de l'unité de méthanisation Clair-Vert, pour nous faire part de son retour d'expérience. Et enfin, nous aurons Vincent Ries, qui est chef de projet biométhane à GRDF, pour vous présenter des démarches engagées sur le territoire, vous présenter comment est-ce qu'elles sont engagées et quel type d'implication les collectivités peuvent avoir sur cette thématique et pour être à l'initiative de projets de territoire. Nous avons souhaité vous faire aussi une présentation d'un témoignage d'une collectivité, mais malheureusement, nous n'avons pas eu de disponibilité à la date de ce webinaire. Donc, Vincent Ries prendra le relais et vous expliquera comme il faut comment vous impliquer. Et bien entendu, tout ceci sera ponctué de temps de questions-réponses pour pouvoir traiter les différents points qui sont abordés. Mais avant de démarrer sur les aspects techniques, et pour rappel, la valorisation des matières organiques s'inscrit dans des trajectoires claires en termes d'objectifs climatiques, énergétiques, mais aussi de gestion des déchets. Ces objectifs ambitieux qui ont été pris tant au niveau national ont des déclinaisons régionales et donc certains vous sont présentés ici. Ces objectifs ont pour vocation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec notamment une ambition de réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre à 2030, mais aussi une neutralité carbone à 2050. Également de développer la production d'énergie renouvelable. La PPE a notamment fixé comme objectif de passer de 14 à 22 TWh de gaz renouvelable d'ici à 2028, mais aussi de réduire le volume de déchets produits et d'impulser une meilleure valorisation des déchets non évitables. Sur notre région, par exemple, c'est près de 450 000 tonnes de biodéchets qui pourraient être détournés et qui ont été inscrits au plan régional de prévention et de gestion des déchets. Ces objectifs, ils ont été traduits au niveau réglementaire avec, par exemple, la loi AGEC qui généralise le tri à la source des biodéchets d'ici à 2024, ou encore la loi de finances de 2018 qui annonce une hausse de la taxe générale sur les activités polluantes. Et bien entendu, l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment la méthanisation permet de répondre à ces objectifs, tant au niveau énergétique que de la gestion des déchets, parce qu'en effet, par son processus naturel de valorisation des matières organiques en l'absence d'oxygène, définition de la méthanisation, elle va permettre de produire de l'énergie, du biogaz, mais aussi un résidu qui va s'apparenter à un fertilisant ou un amendement, le digestat. Donc, vous pouvez voir ici les différents intérêts que présente la méthanisation.
Au niveau environnemental, elle va notamment permettre de répondre aux objectifs du plan climat en termes de réduction des émissions à effet de serre, parce qu'il faut savoir que le biométhane injecté, c'est par exemple 10 fois moins de gaz à effet de serre émis que le gaz naturel. Sur le plan économique, on va avoir une économie nouvelle qui se crée et des compléments de revenus, notamment pour des agriculteurs ou pour des porteurs de projets qui vont pouvoir être plus compétitifs. Et enfin, sur le plan sociétal, la filière de méthanisation est créatrice d'emplois locaux qui ne sont pas délocalisables. En effet, on estime environ 32 000 emplois directs et indirects qui pourraient être créés en France d'ici à 2030 grâce à cette filière. Ainsi, la méthanisation, elle va permettre d'engager une démarche pour des économies plus circulaires et aussi plus vertueuses pour le territoire. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de biodéchets, parce qu'on n'a pas tous la même définition, et aussi pour vous permettre d'y voir plus clair sur le cadre réglementaire qui est associé au terme de collecte séparée, je vais inviter Alice Hannibal-Jambé, chargée de mission économie circulaire et déchets à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADEME, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, à allumer son micro et à prendre la parole. Oui, merci Aurélie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais revenir sur les obligations qui concernent le tri et la valorisation des biodéchets. Mais surtout, je vais faire un focus sur la collecte séparée et la mise en place de cette collecte qui intéresse apparemment nombre de collectivités. Donc on peut passer à la slide suivante. Oui, donc d'abord, là, il faut effectivement se mettre d'accord sur le vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'un biodéchet? Donc, la définition est donnée dans le Code de l'environnement et elle précise bien que sont des biodéchets les déchets végétaux de jardins et de parcs et les déchets alimentaires, donc des ménages, de la restauration, des magasins et des établissements de transformation des denrées alimentaires. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on vous parle de biodéchets, il y a aussi les déchets végétaux, les déchets verts, que souvent on a l'impression qu'ils n'appartiennent pas aux biodéchets, mais ce sont bien des biodéchets. Voilà. Ensuite, deux autres, on peut passer à la slide suivante. Donc, deux autres termes qui sont définis dans le Code de l'environnement. Donc, le tri à la source. Donc, le tri à la source, c'est un tri qui a lieu avant toute opération de collecte ou avant toute opération de valorisation in situ du déchet. Voilà, je préfère préciser ces deux termes qui peuvent vous sembler évidents pour la suite. Et ensuite, donc, le Code de l'environnement précise aussi ce qu'est la collecte séparée. Donc, c'est bien la collecte d'un flux qui est conservé séparément à tout autre flux. Voilà, donc c'est peut-être des notions claires celle-ci, mais on peut passer à la slide suivante. Tout ça pour vous dire, pour préciser l'obligation des producteurs de déchets. Aujourd'hui, le Code de l'environnement précise que les personnes qui produisent des biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation sur place, ou un tri à la source, une collecte séparée et une valorisation vers un exutoire centralisé. Donc, un autre point aussi défini dans le Code de l'environnement, c'est qu'on limite, quoi qu'il arrive, le transport des déchets. Il y a toujours une notion de respect de principe de proximité pour le traitement du déchet qui est observé, notamment lorsque les autorisations administratives sont délivrées. Voilà. Et donc, ces producteurs doivent mettre en place, donc on l'a vu, le tri, la valorisation in situ, ou le tri, la collecte séparée et la valorisation, mais à différentes échéances. Donc aujourd'hui, sont concernés par cette réglementation, par ces obligations, les personnes qui produisent plus de 10 tonnes par an de biodéchets. Donc je rappelle, biodéchets, c'est les déchets verts plus les déchets alimentaires. Donc on peut avoir des producteurs
de ces deux types de déchets. Donc, il faudra faire la somme pour savoir s'il dépasse ou pas ce seuil de 10%. Ensuite, pendant l'année 2023, donc au 31 décembre 2020, oui, au 31 décembre, non, pardon, excusez-moi. À partir du 1er janvier 2023, le seuil est abaissé, donc toute personne produisant plus de 5 tonnes de biodéchets sera concernée par cette obligation de tri et de valorisation. Et passé le 31 décembre 2023, ce seront tous producteurs, quelle que soit la quantité produite. Donc cette obligation interviendra aussi pour toutes les collectivités territoriales qui gèrent les déchets des ménages dans le cadre du service public de gestion des déchets. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés. On est bien sur la collecte des déchets ménagers, pas des déchets des activités économiques. Oui, excuse-moi. Donc, 3 points sur mon focus. Une partie sur les coûts, parce que effectivement, beaucoup de collectivités s'interrogent sur le coût que représente cette collecte séparée. Un deuxième point sur les étapes clés et les facteurs de réussite à la mise en place d'une collecte séparée. Et un troisième point sur tout l'accompagnement que l'ADEME peut vous proposer sur le sujet. Donc, pour les coûts. En premier lieu, je vous rappelle les modalités d'expression des coûts. Donc, lorsqu'on parle du coût des déchets, on fait, alors c'est dans l'outil qu'on appelle la matrice des coûts de l'ADEME, on additionne toutes les charges d'un flux. Donc, on identifie tous les flux qui sont gérés par la collectivité et pour chaque flux, on va identifier les charges de la collectivité. Donc, c'est-à-dire, on répartit les charges de structure, les charges de communication, mais également les charges de pré-collecte de ce flux, les charges de collecte et les charges de traitement de ce flux. Donc ça, on arrive à un coût, ce qu'on appelle le coût complet. De ce coût, on peut déduire des recettes industrielles, donc notamment de la vente d'énergie, ou de la vente de compost. On peut déduire également des soutiens de sociétés agréées, donc notamment tout ce qui est les soutiens Citeo pour les emballages. Pour les biodéchets, il n'y aura pas de soutien. Et on peut déduire aussi, on peut amortir les aides qui ont été obtenues, notamment pour les investissements initiaux. Donc là-dessus, les collectivités, pour leur service de gestion des déchets, disposent pour chaque flux de ce qu'on appelle, le coût qui est le plus regardé, c'est le coût aidé, et qui permet de déterminer, de détailler, de comparer déjà les collectivités entre elles, et surtout, c'est sur ce coût aidé, auquel on ajoute la TVA, qu'il faudra comparer la rentrée d'argent qui est constituée des contributions des usagers. Bon, ça, c'était un rappel général pour la suite. Donc, est-ce que vous connaissez, alors on est au niveau national, je vous parlerai après des chiffres PACA, le coût aidé tout flux du service de gestion des déchets. Bon, il y a la réponse sur le slide, excusez-moi. Donc, on est à 92 € hors taxe par habitant. En données 2016 nationales, en PACA, on est plutôt à 180 € par habitant. Mais ce qui est intéressant, Aurélie, si tu peux, c'est la répartition des coûts aidés de chaque flux dans ce coût tout flux. Donc, on voit que la part des OMR est très importante. Les OMR représentent 60% du coût total supporté par une collectivité. OMR, ordures ménagères résiduelles, je pense que... Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, quel est le coût de la collecte séparée des déchets, des biodéchets? Donc, les éléments que je vais vous présenter là sont issus d'une étude qui a été menée en 2017, bon, sur des chiffres de 2016, des collectivités qui avaient mis en place une collecte séparée des biodéchets et notamment des collectivités qui avaient
dont la population, plus de 30% de la population était concernée par une collecte séparée. Parce que lorsqu'une collectivité met en place le tri à la source des biodéchets, forcément, elle va d'une part faire un peu de gestion de proximité et sur une autre partie de son territoire, faire de la collecte séparée. Donc là, il y a 72 collectivités qui, en 2016, avaient mis en place sur leur territoire, enfin sur plus de 30% de leur territoire, la collecte séparée des biodéchets. Et quand on a observé ces collectivités, on s'est aperçu que le coût aidé, moyen, médian, pour ces collectivités, il était de 21 € par habitant desservi. Et si on le rapporte à l'ensemble des habitants de la collectivité, on est sur 18 € par habitant de la collectivité. Voilà. Donc, ce qu'on a observé également, c'est que l'étape de collecte de ces biodéchets, donc vous souvenez, hein, sur les biodéchets, sur chaque flux, on a aussi dans les charges la pré-collecte, les charges de communication, le traitement. Donc, ce qui coûte cher à une collectivité, c'est vraiment l'étape de collecte. Finalement, sur les biodéchets, ce n'est pas vraiment le traitement. Enfin, plus de 50% des coûts supportés par la collectivité concernent la collecte. Et un dernier point intéressant qui a été observé, c'est que finalement, ces collectivités qui trient leurs biodéchets et qui mettent en place une collecte séparée, en 2016, je le rappelle, ont un coût de gestion de tous leurs flux qui est finalement plus cher que la moyenne, que les autres collectivités du même typologie d'habitat, 15% de plus. Donc, si on voit ça, tu peux passer à la suivante, Aurélie. On peut se dire qu'effectivement, mettre en place une collecte séparée des biodéchets, ça coûte cher. Mais est-ce que c'est vraiment une collecte qui s'additionne aux autres coûts? Ben, pas vraiment. Ben déjà, on a vu que même si la collecte en elle-même coûte 21 €, quand on l'additionne, on n'est plus qu'à 11 €. Bon, c'était la slide précédente. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le coût de la collecte séparée peut être compensé par plusieurs facteurs. Notamment aujourd'hui, si les biodéchets sont sortis du flux OMR, ben, on aura moins d'OMR à traiter et à éliminer. Aujourd'hui, les OMR, on sait que avec l'augmentation de la TGAP, en 2019, on était à 30 € la tonne. On vient de passer au-dessus de 40 € la tonne et en 2025, on prévoit, enfin, on sera à plus de 70 € la tonne de TGAP sur le sujet. Donc, que la TGAP d'ailleurs, hein, pas le frais d'élimination. Hein. Ensuite, donc on peut effectivement réduire la quantité d'OMR, mais ce qui est très intéressant aussi lorsqu'on met en place une collecte séparée des biodéchets, c'est que il est nécessaire de réduire la fréquence de collecte des OMR. Si on a moins d'OMR, si en plus de ça, la collectivité a mis en place les extensions de consignes de tri des recyclables secs, dans les OMR, la quantité d'OMR sera considérablement diminuée. Et donc, il faut revoir, lorsqu'on met en place une collecte séparée des biodéchets, notre fréquence de collecte des OMR. Et autre point qui est signalé et observé lorsqu'on met en place une collecte des biodéchets, c'est que ça a une influence positive sur toutes les autres collectes sélectives déjà mises en place. Donc, on trie mieux les emballages, le papier, le verre, lorsqu'on a mis une collecte de biodéchets et du tri des biodéchets sur son territoire. Sachant, ouais, ok. Voilà. Donc maintenant, non, c'est bon, c'est pas, on va passer là. Donc maintenant, les étapes clés pour mettre en place la collecte séparée des biodéchets. Donc l'ADEME la préconise en 3 étapes. Une étude préalable du territoire, une phase de test pour valider les choix techniques et ensuite un déploiement sur l'ensemble du territoire. Donc déploiement à la fois de la collecte séparée, mais également de solutions de proximité parce qu'en général, une collectivité met en place ces 2 types de valorisation. Donc,
les études préalables, quel est l'objectif de l'étude? C'est vraiment de mailler le territoire pour justement savoir où est-ce que vous allez mettre en place une collecte séparée, où est-ce que vous allez mettre en place de la gestion de proximité. Ça va vous permettre aussi d'évaluer la modification de votre service technique et organisationnel, mais également d'évaluer aussi le coût de la gestion. C'est vraiment là le 21 € par habitant qui ont été présentés. Il faut quand même enfin, il faut quand même faire l'étude sur son territoire parce que ça dépendra de beaucoup de choses. Est-ce que vous allez proposer du porte-à-porte? Est-ce que vous allez proposer du point d'apport volontaire? Comment est-ce que vous allez équiper vos citoyens en pré-collecte? Où est-ce que vous allez traiter? Donc, il faut faire des simulations sur son territoire pour savoir quel est le coût de cette collecte. Et ce qui est très important, alors les facteurs de réussite pour que cette collecte fonctionne, alors, en premier lieu, c'est de se concerter avec toutes les parties prenantes. Donc, le producteur du biodéchet, le prestataire déchet et l'agriculteur qui peut être un exutoire du compost, par exemple, ou autre chose. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas demander à des citoyens de trier et leurs biodéchets s'il n'y a pas de communication, de sensibilisation et de formation. Donc, c'est très important de les accompagner. Et finalement, il ne faut pas les accompagner qu'au moment du déploiement sur le territoire. Ça nécessite des piqûres de rappel régulières. J'ai juste un dernier point. Et effectivement, un point majeur pour tout projet de changement de service, c'est le portage politique fort. Voilà. Tu peux passer, Aurélie. Donc maintenant, quelques exemples. Concrètement, qu'est-ce que ça donne une collecte de biodéchets? Donc là, il y a deux exemples qui correspondent à deux villes différentes. Donc à gauche, vous pouvez voir ce qui est mis en place à Milan. Donc des bacs roulants pour les immeubles et les citoyens qui sont équipés de bioseaux ajourés avec des sacs compostables. Donc c'est vraiment ce que préconise l'ADEME, hein, l'équipement du citoyen, bac ajouré avec sac compostable, c'est ce qui permet une meilleure acceptabilité de la population. Ensuite, à droite, donc on est à Porto Venere, toujours en Italie, et là c'est du point d'apport volontaire. On voit la borne marron. Tu peux passer d'autres exemples, j'en ai mis, je pense. Oui, alors là, maintenant, on est en France. Donc, le plus à gauche, c'est ce qui est mis en place par Moulineau en Île-de-France, à Paris, d'ailleurs. Voilà. Au milieu, on est sur Hague de Pézenas, avec le travail par un ferronnier local de la borne. Et complètement à droite, c'est les équipements qui sont mis en place à Stockholm. Voilà, tu peux passer. Donc maintenant, l'accompagnement de l'ADEME. Un rappel ou une information. Maintenant, l'ADEME dispose d'une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition.adem.fr et sur laquelle toutes les aides de l'ADEME sont transparentes pour les porteurs de projets. Maintenant, vous pouvez facilement savoir quels sont nos axes d'action à l'ADEME. Donc, notamment sur cette page, vous trouverez toutes les aides qui sont disponibles au fil de l'eau sur les biodéchets. Vous verrez qu'il y en a une certaine quantité. Ça s'adresse soit aux opérateurs privés, soit aux collectivités. Ce qui est important nous concernant, c'est qu'aujourd'hui, la collecte séparée des biodéchets, l'ADEME ne l'aide que pour les déchets ménagers assimilés. Elle n'aide pas les porteurs privés à collecter leurs déchets, et encore moins quand ils sont déjà gros producteurs. Que ces aides de collecte séparée des déchets ménagers et assimilés s'arrêteront au moment où ça sera une imposition réglementaire, donc au 31/12/2023. Et sur ce
site-là, notamment, vous aurez une fiche qui est vraiment propre aux études préalables de territoire, sur laquelle il y a le cahier des charges. Oui, le cahier des charges, parce que l'ADEME met en place un cahier des charges qui permet aux collectivités de consulter facilement les bureaux d'études pour réaliser justement les études préalables de leur territoire. Voilà. Et plus particulièrement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, actuellement, il existe un appel à projet en partenariat avec la région qui est ouvert jusqu'en juin 2021. Je ne l'ai pas mis sur la slide. Par contre, ce que j'ai mis, c'est qu'il sera relancé en fin 2021 et que cet appel à projet qui propose des aides en études, en investissement et en actions d'animation et de communication comporte 2 volets. Donc le premier, c'est un volet pour booster le tri à la source et la collecte séparée des biodéchets des ménages et assimilés, j'ai oublié de le rajouter. Donc c'est un volet qui s'adresse aux EPCI qui ont la compétence collecte. Et un second volet qui est destiné à booster un peu les capacités de traitement, mais qui propose du compostage en région. Donc, on n'est pas sur la méthanisation, tout simplement parce que c'est un appel à projet qui est fait sur le fonds plan de relance et que le fonds plan de relance a plutôt identifié le compostage à la méthanisation. Mais rassurez-vous, concernant la méthanisation, il y a quand même des aides à l'ADEME, mais hors appel à projet. Merci. Merci Alice pour ces explications et ces rappels sur justement le biodéchet et les obligations de collecte et quel type de valorisation on parle. Comme disait Bernard Vigne dans le chat, les biodéchets représentent plus de 30%, d'un tiers en fait, c'est des OMR, donc c'est une ressource qu'il est possible de capter. Pour vous aider à mieux y voir en fait sur pourquoi en fait un projet de méthanisation des biodéchets, Aurélie Rebel, chargée de projet biomasse, agriculture et méthanisation au sein du GRES, va vous présenter les grands facteurs clés de réussite d'un projet de méthanisation. Aurélie, si tu veux bien aligner ton micro, c'est à toi. Oui, merci Aurélie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour bien réussir son projet de méthanisation avec biodéchets, nous avons identifié au sein du consortium Métasynergie 5 facteurs clés de réussite qui sont donc décrits sur le schéma de gauche de la slide qui apparaît et 3 facteurs clés transversaux qui sont la maîtrise technique, l'équilibre financier et l'acceptabilité sociale du projet. Je vais essayer de vous passer en revue ces facteurs clés de réussite sous le prisme d'un projet de méthanisation avec biodéchets. Et donc, je vais commencer par le premier, donc concernant le gisement. Déjà, il faut savoir que le gisement de biodéchets géré par les collectivités en région est important puisqu'il représente un tiers des gisements mobilisables pour la filière méthanisation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ce qu'on entend, nous, là, par gisement de biodéchets des collectivités, pour se mettre d'accord sur les définitions, ce sont donc les restes alimentaires des infrastructures publiques, la fraction fine des déchets verts, donc fraction fine, c'est-à-dire les tontes de pelouse et les feuilles, puisque les déchets ligneux avec du bois ne sont pas méthanisables, et enfin la fraction fermentescible des ordures ménagères. Donc, à ces gisements biodéchets de collectivité, on peut également ajouter un gisement de biodéchets des professionnels. Et vous voyez que ce gisement est prépondérant sur les départements côtiers qui sont davantage urbanisés. Alors, ces biodéchets sont intéressants car ils se dégradent vite et produisent beaucoup d'énergie. Par exemple, à quantité équivalente, les restes alimentaires vont produire 3 fois plus d'énergie que le fumier de vache. Et si on prend le cas des huiles alimentaires usagées, on arrive à une production de 25 fois plus d'énergie que le fumier de vache. Néanmoins, tu peux passer la diapositive, Aurélie. Néanmoins, ces projets de méthanisation avec biodéchets nécessitent des équipements et des pré-traitements spéciaux. On y reviendra après dans les retours d'expérience, donc notamment voilà, avec une hygiénisation obligatoire de ces biodéchets et aussi souvent l'ajout d'une déconditionneuse pour bien, voilà, pour avoir un intrant de qualité, un biodéchet de qualité.
Et donc, ces investissements et ces équipements spécifiques peuvent alourdir en fait l'investissement du projet. Il y a donc une taille critique pour ces projets de méthanisation avec biodéchets qui correspond à un bassin de vie d'environ supérieur à 100 000 habitants, soit environ 15 000 tonnes de biodéchets traités par an. Alors, il est possible également, et ça sera certainement intéressant de regarder ça plus en détail en région, en fait, de compléter ce gisement de biodéchets avec d'autres gisements du territoire, et notamment les gisements agricoles et des industries agroalimentaires. Alors là, vous avez un tableau qui vous permet, par exemple, de préciser comment on peut collecter 5 000 tonnes de biodéchets par an. C'est l'équivalent en fait de la mise en place d'un trait à la source et d'une collecte séparée auprès de 125 000 habitants, ou derrière, en collectant les déchets alimentaires de 500 collèges ou par exemple de 1000 restaurants par an. Alors, contrairement aux autres projets d'énergie renouvelable, comme les projets éoliens ou solaires, le gisement n'est pas disponible en tant que tel, ce n'est pas un bien public qu'on a à notre disposition, donc il faut le contractualiser ce gisement, et sur la durée de vie d'un projet qui est en général de 15 à 20 ans. Et dans le cadre d'un projet à dominante biodéchets, cette ressource peut être facilement maîtrisée et donc sécurisée si la collectivité est partie prenante dans le projet, puisqu'elle possède en propre une grosse part du gisement et des biodéchets gérés par la collectivité. C'est également un atout pour ce type de projet. On peut passer du coup au produit. Et le facteur clé de réussite, un débouché pour le biogaz. Donc, le biogaz est composé en majorité de méthane et il peut être valorisé de différentes manières en fonction en fait de son épuration plus ou moins poussée. On peut par exemple le valoriser en produisant de l'électricité et de la chaleur, on parle de cogénération, ou en gaz directement en l'injectant sur le réseau de distribution ou de transport. Et la méthanisation permet donc de contribuer à la transition énergétique des territoires en produisant une énergie renouvelable locale et en plus rémunérée avec un tarif garanti sur 15 ou 20 ans. Alors on prend l'exemple là dans le tableau par exemple d'un projet avec 15 000 tonnes de biodéchets traités par an. L'équivalent en production énergétique, si on est sur une injection sur le réseau du biométhane produit, donc on va produire 12 000 mégawattheures par an d'énergie, ce qui correspond à la consommation en gaz de plus de 1000 foyers. Donc, cette consommation en gaz, on comprend l'eau chaude sanitaire, la cuisson et surtout le chauffage. Ou alors, si on veut en faire une utilisation derrière pour de la mobilité, ça correspond au déplacement, à l'utilisation de 55 bus roulant au bio-GNV. Le débouché pour le biogaz est facilité en général dans des projets de ce type, puisqu'on est souvent dans des zones urbaines où les réseaux à la fois gaz et électricité évidemment sont présents, donc ce qui permet un raccordement facilité avec un coût de raccordement faible. Et enfin, il peut être intéressant dans le cadre de cette valorisation, de réfléchir à la valorisation la plus pertinente d'un point de vue du rendement énergétique, mais aussi des besoins du territoire. Et si la collectivité est partie prenante, elle peut proposer le meilleur usage par rapport à son territoire. Et on a par exemple des collectivités qui ont créé, en plus de l'unité de méthanisation, des stations de bio-GNV pour leur flotte et à destination des professionnels. Il existe d'ailleurs, là vous pouvez le voir, aussi une aide spécifique en région, donc à mentionner, une aide récente qui s'appelle Mobigaz et qui vous permet en fait de bénéficier jusqu'à 200 000 € d'aide sur ce type de station bio-GNV. Ou si, par exemple, vous êtes trop loin du réseau de gaz, vous pouvez, la collectivité peut envisager en fait de créer un réseau de chaleur et avec la chaleur produite par l'unité de méthanisation, d'alimenter des bâtiments publics ou autres quartiers. Donc voilà pour le débouché pour le biogaz. Il ne faut pas oublier le deuxième produit qui est donc le digestat, puisque outre la production d'énergie renouvelable, la méthanisation permet de produire aussi un engrais local, donc ce fameux digestat, qui représente 90% du tonnage entrant digéré, donc c'est non négligeable. Et la qualité de ce digestat va dépendre évidemment de la qualité des intrants qui vont être introduits donc, dans l'unité de méthanisation. Donc c'est vraiment important de maîtriser tout l'amont, on va dire, de la collecte jusqu'à l'entrée, jusqu'au pré-traitement pour derrière une valorisation en méthanisation. Alors ce digestat il est intéressant parce que derrière il est composé, donc l'azote est minéralisé durant le processus, donc directement assimilable par les plantes, et il est aussi composé d'une matière organique qui est stabilisée.
Et dans le cadre de ce type de projet, on peut envisager aussi derrière des post-traitements pour vraiment, de ce digestat, pour adapter vraiment et faire un produit qui répond aux spécificités locales. Donc, par exemple, on peut concentrer en fait les éléments fertilisants, ou bien, par exemple, choisir la voie du compostage. Et là, on voit encore qu'il y a une vraie complémentarité entre les filières de compostage et de méthanisation, qui ne sont donc pas des filières à opposer. Donc ça, c'est pour le digestat. On va parler de l'avant-dernier facteur clé de réussite, donc le mode de gouvernance performant. Donc la gouvernance du projet est très importante, à la fois en phase de développement, en phase de construction et en phase d'exploitation. Et dès le départ, en fait, il faut vraiment voir quelle partie prenante à associer dans la gouvernance de ce projet pour répondre au mieux aux enjeux du territoire et permettre aussi une meilleure acceptabilité du projet. Alors, depuis 2015 et la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités peuvent être partie prenante directement dans les projets d'énergie renouvelable et à la fois donc, être majoritaire au capital d'une telle unité de méthanisation, mais également exploiter l'unité de méthanisation, donc avec voilà, en régie ou en DSP ou d'autres régimes sont possibles. Et c'est par exemple le cas de l'unité de Métavalor donc, à Morbach, dans la Moselle, et de l'unité de méthanisation de Lille. Alors, si vous ne voulez pas vous impliquer jusqu'à l'exploitation, voilà, sur la partie exploitation d'unité de méthanisation, il y a d'autres manières, en fait, pour la collectivité et d'autres degrés d'implication. Alors, ça peut être simplement en étant client, apporteur d'intrants auprès de l'unité de méthanisation, donc importeur de vos biodéchets. Ça peut être également en étant facilitateur et en impulsant le projet, notamment sur la phase de développement, en aidant à la concertation et, par exemple, en proposant un foncier adapté, ou être vraiment moteur et partie prenante derrière dans le capital du projet avec une structure dédiée. Et en fonction de son niveau d'investissement, voilà, le niveau d'investissement va dépendre aussi du statut juridique qui va être choisi. On passe au dernier. Alors, je vais passer très vite parce que Vincent va aussi en parler. C'est le foncier, le site d'implantation judicieux. Le foncier doit tenir compte en fait de la distance au gisement, de la distance par rapport à la valorisation énergétique et par rapport à la valorisation du digestat, et aussi de beaucoup de contraintes réglementaires, et notamment par exemple de certaines distances par rapport aux habitations qui sont à minima de 50 mètres. Pour de tels projets, il faut compter environ une parcelle de 1 à 3 hectares en fonction du dimensionnement et des complémentarités du projet. Et ce projet, cette implantation doit se faire donc dans des zones dites urbaines par rapport au plan local d'urbanisme, avec des dérogations possibles si l'équipement est reconnu comme nécessaire, reconnu comme équipement collectif ou nécessaire à des équipements collectifs. Et enfin, je vais juste rapidement vous donner quelques ratios économiques. Donc, ce facteur clé de réussite transversal, qui est l'équilibre économique et qui est le nerf de la guerre. Donc, ce sont des ratios assez généralistes et évidemment qui seront adaptés au cas par cas pour chaque projet. Donc, en termes d'investissement, on est sur des ordres de grandeur entre 300 et 1000 euros par tonne de biodéchets traités. C'est un investissement conséquent, mais évidemment à mettre en parallèle avec les autres solutions de valorisation des matières organiques résiduelles, au vu de l'obligation d'ici 2024. Il y a des synergies aussi possibles avec déjà des équipements existants et par exemple des plateformes de compostage sur certains appareils de type broyeur, cribleur, etc. Donc, qui peuvent faire baisser ces coûts d'investissement. Il faut le rappeler, ça a été dit aussi donc, par Alice, que la méthanisation nous permet de générer en fait des recettes grâce à la vente notamment de l'énergie. Donc, on reprend le cas par exemple d'un projet avec 15 000 tonnes de biodéchets par an et avec les nouveaux tarifs d'injection du biométhane sur le réseau, on arrive à une recette de 1,4 million d'euros par an, donc garantie sur 15 ans de projet. À cette recette énergie peut aussi s'ajouter d'autres recettes de prestations, par exemple, vis-à-vis du traitement de matières organiques résiduelles. Et enfin, à noter que des subventions sont possibles. Voilà, l'ADEME a déjà parlé de certains appels à projets. Il y a également donc, la région qui soutient la méthanisation, le FEDER, conseil départemental. Donc, c'est véritablement tout un équilibre économique à trouver, mais ce sont des projets qui peuvent répondre à énormément de services au niveau du territoire et qui sont viables et rentables s'ils sont bien pensés. Voilà.
Merci Aurélie pour cette intervention. Comme tu le mentionnais, la valorisation du digesta est un point clé aussi pour la réussite d'un projet de méthanisation. L'intégration des biodéchets dans l'unité, dans les intrants, va avoir un impact en fait, sur l'épandage du digesta. Ces interrogations reviennent régulièrement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite Madame Pascale Chenon de Vox Gaia, qui est un bureau d'expertise réglementaire, d'études scientifiques et environnementales, à prendre la parole. Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Donc, je vais vraiment vous parler plutôt de tout ce qui va être réglementation du retour au sol. Alors, la dia suivante, voilà. Donc, en fait, et dans la partie biodéchets, je vais aussi particulièrement insister sur la présence de ce qu'on appelle des SPA, des sous-produits animaux. C'est vraiment cette présence de ce type de produits qui va impacter sur la réglementation de toute l'unité et de ce que vous pourrez faire après des digestats, c'est très important. Donc, sur la gauche, vous voyez, il y a une réglementation européenne avec un règlement principal qui s'appelle le 1069/2009 et son règlement d'application 142/2011 qui impacte dès l'entrée, dès même la collecte, toute la traçabilité au niveau de ces sous-produits animaux. Je voyais passer là dans le chat la nécessité d'hygiéniser certains justement sous-produits animaux qui entrent sur les sites de méta. En lien avec cette réglementation sur les sous-produits animaux, il y a aussi des réglementations franco-françaises, un arrêté et puis une instruction technique. Ensuite, sur la partie retour au sol, valorisation agricole, là, on est aujourd'hui sur des réglementations plutôt françaises, code rural et code de l'environnement. Là, peu importe les intrants, présence de sous-produits animaux ou pas, et ces deux codes font référence à des arrêtés, des décrets et même des règlements européens. La diapo suivante. Donc, un peu de vocabulaire parce qu'en fait, c'est quand même important. Selon les rédacteurs, on va dire, des réglementations, on ne parle pas de la même chose. Donc, c'est important que vous ayez conscience de ces différences de vocabulaire. Donc, clic, s'il vous plaît. Donc, la notion de digesta. Encore, ouais, il y avait pas mal d'animations, je pensais avoir la main. Donc, un digesta au sens de la réglementation sous-produits animaux, on parle de résidus de digestion issus d'une conversion en biogaz ou alors ces résidus produits par une usine de production de biogaz. Et dans toute cette réglementation, on parle toujours d'engrais organiques et d'amendements. Voilà, peu importe leur valeur, leurs caractéristiques organiques, agronomiques. Au niveau du code rural, on n'a pas non plus ce vocabulaire de digesta. On parle de matières fertilisantes, d'engrais, d'amendements, selon leur composition ou leur efficacité agro. Ensuite, en ce qui concerne ce qu'on appelle couramment la valorisation agricole, donc au niveau de la réglementation SPA, on parle d'utilisation dans les sols, d'application au sol et systématiquement de mise sur le marché. Alors, c'est surtout sur ce vocabulaire-là, mise sur le marché, parce qu'au niveau du code rural, ouais, la mise sur le marché, c'est vraiment très bien défini et ce n'est que dans certaines situations que quand on a une autorisation de mise sur le marché ou qu'on est conforme à un cahier des charges, à une norme ou un règlement européen. Autrement, ce n'est pas une mise sur le marché, c'est une valorisation agricole, mais un retour au sol, mais sous statut de déchets. Donc, il faut faire très attention dans le vocabulaire du régulateur SPA, mise sur le marché, ça ne veut pas du tout dire pour le DGCCRF, pour le ministère de l'Environnement, etc., le ministère de l'Agriculture, on n'a pas du tout le même vocabulaire. Et alors, je l'ai vu passer dans le chat, c'est les fameux DCT, les déchets de cuisine et de table. Donc, c'est une partie, comme on a vu tout à l'heure, des biodéchets. Et c'est cette partie-là, on va dire, qui va conditionner sa présence, en tout cas au niveau des biodéchets, qui va conditionner toute la réglementation qui s'impose au site de méta pour la présence de sous-produits animaux. Ouais. Alors, mise sur le marché et usage. Donc, la réglementation sous-produits animaux européenne, elle dit on ne peut, alors moi je dis retourner au sol, mais ce n'est pas appliquer au sol, voilà,
que, alors il y a des catégories hein, ces fameux sous-produits animaux. Les C1, c'est la catégorie la plus à risque. Celle-là, elle ne retourne jamais au sol. Donc, ce qui peut être valorisé, c'est du C3 ou du C2. Les DCT sont classés en C3. Il faut qu'ils soient transformés. Alors, transformer, c'est aussi un vocabulaire du règlement. Ça veut dire traiter, hein, plus simplement, conformément au règlement européen. Il faut qu'ils soient issus d'établissements ou d'usines qui sont agréés ou enregistrés pour être valorisés en agriculture. Qu'il y ait un composant qui soit inclus pour qu'il n'y ait pas de possibilité que ce produit retourne en alimentation animale. Et il y a des règles de marquage pour toute la traçabilité. Après, au niveau français, en fait, les deux documents qui sont parus, l'arrêté et l'instruction technique, en fait, c'est des dispositions nationales qui permettent de déroger aux dispositions européennes. En fait, très souvent, donc c'est sur des méthodes de conversion, donc c'est dans quel cas on peut ne pas hygiéniser les intrants, voilà, principalement c'est ça. Et puis, du coup, c'est qu'un usage sur le territoire national, puisqu'on déroge à la réglementation européenne. Donc, chaque État membre, comme ça, peut créer ses règles. Mais du coup, les produits, les résidus, les digestats ne peuvent être utilisés que sur leur territoire. Alors, c'est très important, cette notion d'établissement ou d'usine agréée ou enregistrée. Avec le ministère de l'Agriculture, on essaye de faire évoluer cette réglementation. Et ce qu'on nous renvoie, c'est, quand tous les sites de méthanisation auront demandé leur agrément, on pourra reparler. Donc, en fait, il s'avère que, alors que tout site de méta qui reçoit ces sous-produits animaux doit être enregistré, agréé, doit avoir fait une démarche, il s'avère qu'il y en a plusieurs qui ne le font pas. Et voilà. Et donc, ça pose un peu des soucis pour essayer de faire évoluer les choses. On n'y arrive pas parce qu'on nous renvoie cet état des lieux. Donc, cette réglementation sous produits animaux, elle est vraiment orientée par rapport à des exigences sanitaires sur le digestat. Donc, on a vu une liste fermée d'intrants qui peuvent entrer dans le méthaniseur. On a des modes d'obtention, de transformation qui sont très bien définis et obligatoires. Vous n'avez pas tellement de choix. Et sur le digestat lui-même, il y a des critères microbiologiques à respecter. Alors, pareil, mis sur le marché usage, mais côté code rural. Alors là, le code rural, il nous dit que l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, mais même la distribution à titre gratuit ou l'utilisation d'une, ce qu'on appelle matière fertilisante, les digestats par exemple, n'est possible que dans certains cas. Donc, en France, on a principalement 3 voies, en tout cas pour les digestats, les autorisations de mise sur le marché, des normes qu'on appelle le NFU, le cahier des charges, ouais, vous pouvez laisser, et une possibilité, c'est aussi être conforme à un règlement européen. Alors aujourd'hui, il y a le règlement 2003-2003, mais il ne concerne pas les digestats, et demain, en juillet 2022, il y a un nouveau règlement qui pourra permettre la mise sur le marché de certains digestats. Et on a une dernière case qui est tout à fait possible. Alors là, on ne parle plus de mise sur le marché, mais d'usage, de valorisation. C'est sous le statut de déchet. Mais on doit forcément être dans l'une des cases pour être valorisé. C'est beau, ouais. Du coup, cette réglementation-là du code rural, on a des exigences d'innocuité plus larges que juste l'aspect sanitaire. On a parfois aussi des exigences sur l'efficacité. Donc, on a des listes plus ou moins fermées d'intrants selon la réglementation dans laquelle on est. On a des modes d'obtention aussi qui peuvent être listés, des critères d'innocuité et des critères d'efficacité. Soit il faut faire des essais pour démontrer l'efficacité, soit c'est juste du NPK ou pas du tout de critères, comme pour aujourd'hui, en tout cas, les déchets ou le cahier des charges, il n'y a aucun critère d'efficacité dedans. Un point de vigilance. Alors, une question qu'on me pose régulièrement, est-ce que mon digestat peut être utilisable en agriculture biologique? Alors, déjà, en fait, il n'y a pas d'a priori par rapport à digestat ou pas digestat. Le règlement sur l'agriculture biologique et qu'est-ce qui peut être apporté au sol qui sont en AB,
c'est vraiment lié aux intrants qui rentrent en méta. Tous les intrants, hein, additifs compris. Donc, en fait, il faut vérifier que les intrants qui rentrent dans votre site de méthanisation sont bien, eux, autorisés en agriculture biologique. Et donc, il faut regarder dans le règlement européen 889-2008, il y a une annexe, l'annexe 1, qui liste tous ces intrants. Voilà. Et donc, il faut vérifier qu'on est dedans. Donc, un petit focus sur ces différents... non, il ne faut pas des intrants bio pour un digesta bio. Dans le chat. Pour un petit focus sur les AMM, assez rapidement, hein, c'est des démarches volontaires du responsable de la mise sur le marché. C'est spécifique aux fertilisants, donc ça permet une grande innovation. On a une évaluation par l'ANSES et aujourd'hui, il y a une minorité de matières fertilisantes et supports de culture qui sont mis sur le marché par cette voie parce que c'est cher et c'est long. Faut faire attention à la présence d'indésirables. Les biodéchets, aujourd'hui, on se rend compte que les soupes qui arrivent en site de méthanisation peuvent ne pas être propres du tout. Et du coup, forcément, dans le digesta, on peut se retrouver avec des quantités non négligeables de particules, de morceaux, etc., de plastique. Donc ça peut être très limitant. Alors, je vous l'ai mis pour l'autorisation de mise sur le marché, mais c'est vrai, quel que soit finalement le statut, même en statut de déchet, pour l'instant, il n'y a pas de seuil, mais c'est quand même très pénalisant au niveau des agriculteurs et au niveau de la société de façon générale. Donc aujourd'hui, il y a 14, alors je vous ai mis digesta entre guillemets, parce que vous allez voir qu'il y a une variété dingue, qui ont reçu des AMM. Ouais, c'est bon. Donc par exemple, je vous ai encadré, on ne va pas les passer tous en revue, mais il y a des engrais, donc vraiment qui apportent des éléments nutritifs. Il y a des produits mixtes, amendements organiques, engrais. Il y a des amendements organiques, donc présence de matière organique en grande quantité. Et en fait, tout ça, c'est lié à, on s'adresse à quelle phase finalement du digesta et quelle étape du post-traitement. Donc, on peut avoir après des osmoses inverses, après des ultrafiltrations, on peut avoir du digesta brut, on peut avoir des phases liquides, des phases solides ou des mélanges de différentes phases. Donc, en fait, voilà, tout ça est possible au niveau des AMM. Alors, les normes NFU, ça, elles sont établies au sein d'un bureau de normalisation des fertilisants. Et ça devient un texte de loi quand on dit que c'est mis en application obligatoire par un arrêté. Et c'est ce qu'on appelle des normes dénomination, spécification, marquage, c'est-à-dire que on a une dénomination, c'est très cadré, des intrants, les modes d'obtention et des caractéristiques agronomiques et d'innocuité très cadrées. Aujourd'hui, pour les digestats, les seules voies de mise sur le marché par norme, c'est soit parce qu'ils sont compostés, soit ça correspond, alors là, on est sur du post-traitement, à des solutions de sel d'ammonium. Voilà, aujourd'hui, ah non, j'ai oublié, un engrais, oui, non, mais c'est composté aussi, voilà. Il n'y a que ces deux types de digestats avec des guillemets, produits, on va dire, issus de la méta, qui peuvent correspondre à des normes actuellement. Et il y a eu de nombreuses fois des groupes qui se sont formés pour essayer de créer des normes. Ça n'a jamais fonctionné et je pense que apparemment, c'est toujours voué à l'échec. Cahier des charges, donc vous avez dû voir en octobre dernier, il y a eu une fusion entre guillemets de 3 cahiers des charges existants, fusion entre guillemets parce que c'est pas exactement, il y a eu quand même quelques modifications. Donc en tout cas, c'est que certains digestats avec liste fermée de matières premières, juste du marché professionnel, et il y a des critères d'innocuité, mais pas d'efficacité. Par contre, dans cette liste fermée de matières premières, il n'y a pas les déchets de cuisine et de table. Par contre, il y a des déchets d'IA où on peut trouver la définition de biodéchets, mais en tout cas, pas les déchets de collecte séparés à la source, par exemple. Règlement européen, alors je vous ai mis en tout petit le 2003-2003 parce qu'il ne concerne que le minéral. Mais par contre, demain, il va y avoir quelques possibilités avec le 2019-1009. Donc, en fait, ce règlement, on a une liste de ce qu'ils ont appelé de matières constitutives d'intrants, en fait, pour faire simple. Aujourd'hui, il y en a 11 et il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement. La 4, donc ça, c'est
ils ont appelé ça digesta issus de cultures végétales. En fait, c'est des cultures végétales qui ont été cultivées pour être spécifiquement méthanisées. Donc, on pourrait imaginer des cives, à 100% de cives, ou un autre, digesta autre, qui issu de culture végétale. Ben là, on retrouve toute matière, toute matière végétale, animale, dont les biodéchets triés à la source. Donc là, la liste, elle est assez vaste. Et à partir de ces 11 catégories, on peut fabriquer différentes matières fertilisantes, entre guillemets. On pourrait imaginer des engrais organiques, des amendements organiques du sol ou des supports de culture, voilà, avec des digestats. Alors, ce règlement, donc, je disais, il sera mis en application qu'en juillet 2022, donc on ne pourra pas mettre sur le marché avant cette date. Et on a des critères d'innocuité, d'efficacité, et avec la CMC5, il y a forcément un organisme externe qui vient auditer le système de fabrication du fertilisant. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif finalement des différentes voies de valorisation. Alors, la conformité avec les biodéchets, si on est sur du animal, la présence de sous-produits animaux, ben, la conformité à cette réglementation, c'est un prérequis, il n'y a pas de question par rapport à ça. Donc, je vous ai fait un petit comparatif, par exemple, les coûts. Les AMM, aujourd'hui, clairement, c'est le plus cher. La valorisation de déchets, ben, ça va dépendre un peu de la surface du plan d'épandage. La rapidité, l'AMM, encore une fois, c'est le plus long. Les normes, c'est assez rapide, mais vous avez vu, c'est quand même très limité comme possibilité. Les produits innovants, bah, à part l'AMM, puis les déchets, oui, c'est sûr, c'est assez innovant, enfin, pas innovant, mais disons que ça laisse libre cours à un peu de tout. Mis sur le marché, bah, qu'en Europe pour le règlement européen, évidemment. Et puis, il y a des durées d'autorisation qui sont juste limitées pour l'AMM. Et pour les autres, il n'y a pas de durée, de limite de l'autorisation. Alors, juste pour finir, mais je n'ai pas fait de dia dessus, je voulais quand même vous dire 2 mots sur peut-être un décret dont vous avez entendu parler en fin d'année dernière qui s'appelle le socle commun. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, etc. Et donc, ça risque d'impacter. Alors, le document a été retravaillé par le ministère de l'Agriculture et on devrait avoir une nouvelle version en mai. Mais il y a toute une partie sur les déchets, donc qui concerne beaucoup les digestats, hein, où pour l'instant, on avait des critères d'efficacité qui étaient inscrits dans ce projet. Et ces critères d'efficacité faisaient que, pour faire simple, la quasi-totalité des digestats liquides étaient exclus de retour au sol. Donc, ça a quand même posé quelques problèmes à la profession. Donc, on espère bien que ces critères d'efficacité seront revus, révisés, parce que pour l'instant, c'est très problématique. Donc, on attend une nouvelle version et ça serait une parution sans doute pas avant 2022. Voilà, j'en ai fini. Merci Madame Chenon pour cet éclairage. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat au cours. Merci d'avoir répondu à certaines au fil de votre intervention. Je vois que vous avez été aussi très actif pour vous répondre. C'est très riche. Concernant directement vous, votre présentation, il y avait Bernard Vigne qui demandait que signifie digesta et sel d'ammonium. Je ne sais pas si c'est très technique, mais peut-être… Non, c'est juste que, en fait, quand on parle de digesta, souvent, c'est tout ce qui est issu d'un site de méthanisation ou pour certaines personnes, c'est juste la partie vraiment organique. Donc, aujourd'hui, il y a une norme qui a été mise en application il n'y a pas tellement longtemps, mais alors, du coup, c'est des sels d'ammonium qui sont issus après d'étapes d'ultrafiltration, en fait, où on va vraiment récupérer la partie azotée. Et c'est ces solutions-là, en fait, qui peuvent être mises sur le marché. Mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Sulfate d'ammonium, sulfate d'ammonium, ou je ne sais plus le dernier. Voilà. C'est bien. Mais merci pour cette précision. Concernant, en effet, les étapes réglementaires sur l'intégration de biodéchets avec l'agrément sanitaire, le fait de devoir faire une hygiénisation, je vous laisse juste patienter l'intervention de M. Dallozzo qui vous présentera plus en détail quelles sont les étapes à intégrer dans un process de méthanisation pour répondre à cette réglementation. En effet, il y avait une précision qui était intéressante qu'a souligné Bernard Vigne de l'EDEM-PACA sur le fait qu'il n'est pas possible de mélanger des bouffes
avec des biodéchets. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça limite certains projets de collectivités qui pourraient vouloir justement pouvoir valoriser ces flux avec les biodéchets, mais actuellement, ce n'est pas possible. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions enrichissantes sur le chat et surtout pour la vivacité pour pouvoir y répondre. Je vous propose sans attendre de passer donc au retour d'expérience de l'unité de méthanisation Clair-Vert par Jean-Luc. Jean-Luc Delazzo, qui est président de la société Clair-Vert, je vous invite à allumer votre micro pour pouvoir nous parler un peu plus en détail de votre unité de méthanisation, son historique, mais aussi justement les recommandations que vous avez apportées sur l'étape de collecte et de préparation des intrants en vue de méthanisation, et aussi quelque chose qui pourrait être intéressant sur l'articulation entre le compostage et la méthanisation. Bon, ben, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Donc, je suis Jean-Luc Delazzo, le dirigeant et créateur de l'entreprise Clair-Vert, qui est une structure indépendante familiale. Donc, comme vous êtes majoritairement du sud-est, nous, on se situe à proximité de Toulouse. La société existe depuis 2003. Et donc environ un peu moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et pas loin de 50 personnes, avec différentes démarches environnementales qui ont été portées au fil des années, donc qui vont de la certification ISO 14000 ou des chartes entreprises engagées pour la nature 4 pour 1000 et un référentiel au niveau de l'Occitanie sur le recyclage des bois en fin de vie. Voilà, donc là, oui, très bien. L'entreprise, au fil du temps, a constitué différentes familles d'activités avec comme fil conducteur le recyclage des déchets organiques avec la proposition d'une offre globale pour traiter tous les déchets organiques d'un territoire. Donc, des activités de compostage, des activités de recyclage de bois et de collecte et de recyclage de biodéchets par méthanisation. Sur le compostage, deux zones distinctes. Une pour faire sur la partie centrale de l'image du compost en agriculture conventionnelle, la partie droite de l'image à côté du méthaniseur du compost utilisable en agriculture biologique. Sur la partie gauche de l'image, donc la plateforme de recyclage de bois, bois déchets, recyclage matière, bois énergie sur des chaudières collectives, avec un bâtiment de séchage et une centrale photovoltaïque, et tout à fait à droite, donc une usine de méthanisation, et avec sur la partie centrale la photo à 1 an. Maintenant, derrière les petites constructions qui sont un site de recherche où on accueille l'INSA et différentes structures de recherche de la région, la construction d'un bassin de stockage de digestat qui, donc, ce site occupe environ 10 hectares. Ces activités métiers de recyclage donc, sont complétées par des activités support, donc du transport, que ce soit de la collecte de déchets ou autour du TP, et également de livraison des composts qui sont produits, des prestations de services dans les métiers du recyclage, que ce soit du broyage, du criblage, de la plaquette forestière, avec ou sans opérateur, et une déchetterie professionnelle pour accueillir tout type de déchets du territoire. Si on donc se centralise vraiment sur le sujet que vous avez introduit et qui ont été repris un peu par les différents intervenants, donc la collecte des biodéchets et particulièrement des sous-produits animaux est faite par Clair-Vert depuis fin 2010, où on a souhaité proposer ce service de recyclage avec une organisation spécifique, des collectes par flux séparés,
pour maîtriser la qualité et faire en sorte que tous ces déchets organiques qui sont riches en éléments fertilisants, riches en matière organique de qualité, puissent retourner au sol. Donc, nous avions proposé ça en anticipation des lois du Grenelle sur l'environnement qui ont conduit à ces échéances avec un calendrier 120 tonnes en 2012, 10 tonnes en 2016, et on est toujours sur la période d'obligation, le seuil de 10 tonnes, avec une typologie de clients variés, de l'industrie agroalimentaire, des gros producteurs, des grandes et moyennes surfaces, de la restauration collective et quelques déchets de ménage par point d'apport volontaire en déchetterie et un comité de communes qui a mis en place une collecte de biodéchets. On utilise pour la partie stockage, enfin collecte, donc des bacs BOM spécifiques qui résistent à des températures élevées. C'est notamment l'intérêt lorsqu'on collecte des déchets de restauration. Avec un fond sphérique qui permet un très bon nettoyage et un couvercle étanche qui permet, lorsqu'on a des fréquences de collecte de l'ordre d'une fois par semaine, de maîtriser les nuisances olfactives. Pour tout ce qui est gros producteur, là, on va privilégier de la caisse palette avec différents formats. Avec roulette, sans roulette. Et dans tous les cas, depuis 2010, on propose et on fournit à nos clients des sacs compostables sous référentiel Oka Compost, que ce soit sur les quelques clients qui sont équipés de bioseaux ajourés, donc avec du petit sac 10-15 litres, ou les plus gros producteurs avec des sacs 110 litres, 35 microns, puisque ce type de déchet est humide et peut être lourd. Donc, ça nécessite quand même d'avoir un grammage de sac suffisant pour une bonne tenue. Et après, sur les véhicules de collecte, 5 camions à ions pour de la collecte en caisse palette, 2 camions poubelles pour des collectes de petits flux et un véhicule de transport de soupe de biodéchets ou de digestat. La slide suivante. Donc, au niveau du méthaniseur, on va être en capacité de traiter à peu près tout type de déchets organiques d'un territoire, donc des déchets gras qui soient liquides ou pâteux, donc réceptionnés ou dans des fosses ou via nos contenants, des déchets solides, donc ou fumier ou déchets de minoterie, issus de silos de coopératives, c'est-à-dire les écarts de tri après récolte des agriculteurs. Et ensuite, tout ce qui est biodéchets, et, comme indiqué précédemment, les déchets de restauration, les déchets de GMS et les déchets d'activité. Depuis 2017, donc un an après la mise en service de l'unité de méthanisation, on s'est équipé d'un tunnel de lavage automatique de contenants, puisque la réglementation sous produits animaux, dans le cadre de l'agrément, impose aussi au niveau des collectes, normalement, une désinfection des contenants à chaque passage. Donc, c'est des choses que l'on fait pour nos clients, qui sont plus difficiles à faire clairement pour les déchets des ménages. Et j'ai hâte de savoir comment la DDPP va gérer ce sujet, puisque les sous-produits animaux C3 rentrant dans cette catégorie, théoriquement, ça nécessiterait un lavage aussi des contenants. Bon, ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour la collecte d'ordures ménagères où on trouve ces mêmes biodéchets. Donc ça, c'est un sujet qui va nous occuper dans les prochaines années. Les déchets de supermarché ont nécessité d'équiper notre usine d'un équipement de déconditionnement. Donc c'est une machine qui va un petit peu broyer, centrifuger les emballages, enfin les déchets alimentaires,
qui vont être sous différentes formes, du tétrabrique, des pots de yaourt, des fromages sous blister, enfin tous les contenants alimentaires, y compris les conserves métalliques. Le seul emballage alimentaire que l'on ne prend pas, c'est le verre, puisque derrière, on ne sait pas le récupérer dans la soupe de biodéchets. Une fois qu'on a préparé ces biodéchets type sous-produits animaux, ils passent 1 heure dans un équipement d'hygiénisation pour être monté à minima à 70 degrés. Et c'est uniquement après cette étape-là, différentes cuves tampons sur l'usine, évidemment, pour lisser les apports et pour avoir l'autonomie suffisante pour les périodes de week-end ou de week-end à rallonge. Les déchets sont mélangés, broyés par un équipement de préparation qui ressemble un petit peu à un thermomix de cuisine, un peu plus gros parce qu'il fait 2,5 m. Et c'est cet équipement qui va introduire le mélange de déchets organiques dans le digesteur. Donc digesteur ensuite classique, on est en voie liquide, infiniment mélangé, un ouvrage d'un peu plus de 3000 m3 avec des temps de séjour voisins de 60 jours. Ce digestat et ce processus de transformation va produire du biogaz qui contient entre 58 et 62% de méthane et qui, dans le cas de notre installation, va sur un moteur de cogénération où on va produire donc un peu plus de 5000 MWh d'électricité par an et un peu plus de chaleur. Alors, je ne sais plus sur la slide suivante ce qu'il y a. Vous pouvez la laisser. Donc, une précision, non, mais c'est bon. Une précision sur la chaleur. Donc, dans notre cas, la chaleur va être utilisée pour le maintien de la température au sein du digesteur qui va être autour de 38 degrés puisqu'on est en digestion mésophile. Une grosse quantité de chaleur qui va être utilisée pour l'hygiénisation et enfin de la chaleur utilisée pour le tunnel de lavage de bac. Donc, si maintenant qu'on a vu un petit peu le fil et la typologie des déchets, on a terminé avec l'énergie et on regarde donc le digestat. Donc, deux flux de digestat, pardon, au niveau de notre installation. Alors, du digestat solide en quantité limitée, alors ça c'est lié à la typologie de notre méthaniseur puisque 90% des déchets qui rentrent sur le méthaniseur sont des biodéchets plutôt liquides d'activité agroalimentaire ou de restauration. Donc cette séparation de phase avec une grille à 350 microns va nous permettre de retenir un digestat solide et quelques impuretés qu'a évoqué Pascal liées aux biodéchets et à l'équipement de déconditionnement. Ce qui nous permet à côté de ça d'avoir plus de 90% de digestat liquide de qualité en termes d'inerte et d'impureté parfaite par rapport à la maille de filtration, qui sont utilisés sous plan d'épandage par les agriculteurs situés à un rayon moyen d'une quinzaine de kilomètres. Donc, dans notre région, on est une région de céréales avec une dominante blé, tournesol, colza. Et en fonction de la pluviométrie et des assolements, donc des épandages qui peuvent se faire en février sur les premiers apports d'azote sur les blés et après au fil de l'été en fonction et du printemps sur un second apport sur du blé ou sur d'autres cultures. La partie solide donc, qui est compostée, ça va nous permettre de nettoyer ces impuretés au fil du process et par tamisage. Et ce compost va être utilisé aussi par le monde agricole sur des granulométries un petit peu grossières, entre 0 et 40 mm, puisque nos sols sont plutôt argileux. Et au-delà de l'effet amendant, il y a aussi un intérêt à avoir une matière qui va structurer le sol, favoriser la porosité. Donc c'est pour ça qu'on évite sur ces productions agricoles de faire des composts trop fins. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur le digestat.
Ça, c'est une parenthèse sur des travaux en cours au niveau de l'installation, donc avec des différents partenaires, la société Nereus, l'INSA. On a installé un pilote échelle 1, un équipement de filtration par nanofiltration et osmose. Donc, l'objectif serait le premier pour moi de retirer plus de 50% d'eau, donc pour avoir moins de quantité à stocker, moins de quantité à épandre, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre par les véhicules de transport, et aussi apporter des digestats plus concentrés qui répondent mieux aux attentes du monde agricole, puisqu'il faut quand même se rappeler, ce qui n'est pas toujours le cas sur les exploitants de méthanisation, que l'utilisation du digestat répond à un besoin agronomique, donc en fonction des typologies de plantes, des parcours de culture, et ce n'est pas juste pour vider les méthaniseurs qu'on épand du digestat. Donc voilà un petit peu, je pense qu'après il doit rester une slide plus d'actu qui va un petit peu dans le cadre de la vie de l'entreprise. Donc là, on est en train de travailler pour créer une unité de production de support de culture, de conditionnement et d'ensachage de compost. Une unité de production de biochar, toujours dans cette même logique, de travailler sur des matériaux qui vont s'intégrer dans le cycle de vie des sols, et qui, notamment le biochar, on va travailler pour aussi incorporer du digestat liquide pour fixer les nutriments dans la structure poreuse de ce matériau, et un volet alimentation animale, puisque sur certains déchets végétaux avec des propriétés de teneur en protéines élevées, le but, ça va être de les orienter vers l'alimentation animale, puisque les recycler, comme on le fait depuis quelques années, c'est bien, mais si on peut aller plus loin en les réutilisant sur leurs propriétés principales en alimentation animale, ça sera intéressant dans cette logique d'économie circulaire de tirer le meilleur de ces ressources. Donc j'ai été peut-être un peu rapide, mais le but aussi est d'échanger s'il y a des questions sur les prix ou les coûts ou ce que vous avez envie. Merci pour ce témoignage. En effet, il y a quand même pas mal de questions, notamment une question. Alors déjà, moi, je vous en pose une parce que lorsqu'on a échangé au téléphone, vous m'aviez parlé de pourquoi est-ce que vous vous étiez orienté vers la méthanisation des biodéchets. Et je pense que c'est un témoignage qui serait intéressant. Oui, puisqu'on a débuté effectivement en 2010 la collecte de biodéchets. On les a compostés de 2010 à 2016. Mais très rapidement, on s'est aperçu que déjà au-delà de 1500 tonnes sur le site, et malgré qu'on soit en aération forcée, des problèmes de nuisance olfactive assez importants. Et le deuxième critère qui a compté dans notre choix, c'est que le compostage, effectivement, permet de recycler des matières organiques, mais on dépense de l'énergie pour produire de l'humus, alors que la méthanisation, avec ces matières très méthanogènes, va permettre de produire de l'énergie. Pour illustration, sur notre site, on produit 8 fois plus d'énergie électrique que ce que l'on consomme. Donc, on a là-dessus un bilan énergétique particulièrement intéressant. Merci pour cette réponse. Justement, sur le fait d'intégrer des biodéchets dans une déméthanisation impose du coup cette étape d'hygiénisation. Il y a des questions qui arrivent sur le fait de est-ce que un processus de compostage en aval permet de s'abstenir en fait de cette hygiénisation préalable. Alors, la spécialiste, c'est Pascal, mais pour moi, non. Enfin, oui et non, mais si on composte le biodéchet, on va le composter avec des structurants, avec des matières végétales, et auquel cas, on aura perdu une grosse partie du potentiel méthanogène et donc de l'intérêt du processus. Donc il faut hygiéniser ces biodéchets.
Madame Chenon, est-ce que vous avez un complément sur le fait est-ce qu'un compostage en aval du digestat pourrait éviter cette étape d'hygiénisation? Alors, quand j'ai vu la question, j'ai pas répondu parce que je ne suis pas complètement sûre de moi. C'est sûr que le compostage est reconnu comme un procédé hygiénisant par le règlement européen, puisqu'on peut très bien composter des biodéchets sans autre étape que le compostage et être dans les clous au niveau réglementaire. Par contre, quand je parlais tout à l'heure d'enregistrement, du coup, je pense que le site de compostage devrait être en lui-même une unité de fabrication de ce qu'ils appellent amendement et engrais organiques. Et juste Pascal, ça je le confirme, puisque notre site est depuis fin 2010 enregistré en tant qu'établissement pouvant recycler des sous-produits animaux de type 3 et de type 2 lisier fumier. Donc ça, c'est certain. Mais par contre, à partir du moment où on composte les biodéchets, derrière, ils se sont transformés, il n'y a plus aucun intérêt à aller les méthaniser. Oui, non, mais je parle juste d'un point de vue réglementaire. Il me semble que ça serait possible de ne pas faire l'étape de 70 degrés 1 heure, mais le digestat qui sort ne peut pas être valorisé en agriculture. Il faut qu'il passe par un site de fabrication d'engrais organiques qui pourrait être l'étape de compostage, le site de compostage en lui-même. Je prends un peu des gants parce que je ne suis pas complètement sûre. Cette réglementation, elle est particulièrement complexe. Il y a plein d'exceptions, de possibilités, etc. Aussi en fonction des intrants. Alors, on parle des biodéchets, mais s'il y a d'autres choses en même temps, ce n'est pas exactement les mêmes règles, etc. En effet, pour l'instant, les retours d'expérience qui sont revenus, c'est que l'hygiénisation, malgré tout, est toujours faite malgré une étape de compostage derrière pour plus de précautions, mais c'est quelque chose qu'on pourra approfondir et qu'on vous communiquera en même temps que les liens que l'on vous enverra. Puisque vous parlez des différents intrants, est-ce que, Madame Chenon, ou si quelqu'un se sent d'y répondre, vous pouvez peut-être repréciser justement les intrants qui sont refusés en agriculture biologique si le digestat, in fine, est vendu en agriculture biologique? Parce que vous avez une liste, vous avez dit qu'il y a une liste. Est-ce que vous avez quelques exemples d'intrants qui seraient refusés? Oui, alors ça a été répondu dans le chat. Alors, cette liste, c'est une liste positive. Donc, par définition, tout ce qui n'y est pas est interdit. Typiquement, les boues d'épuration sont strictement interdites. Alors, je reviens aussi sur un vocabulaire qui a été utilisé et qui a été corrigé dans le chat. Donc, ce ne sera pas un digestat AB ou bio, mais utilisable en agriculture biologique. Ce n'est pas pareil. Et donc, comme il a été marqué, depuis le 1er janvier de cette année, certains effluents d'élevage issus d'installations dites industrielles sont interdites, avec une définition franco-française pour l'instant de ce qu'on appelle par élevage industriel. Donc, bon, voilà, ça a été dans le chat, il y a une réponse assez complète, mais il faut vraiment, c'est vraiment l'inverse qu'il faut aller regarder, c'est cette annexe 1 qui est encore valable jusqu'à la fin de l'année. Après, l'année prochaine, on passe sur un autre règlement AB. Mais bon, au niveau de l'annexe, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut vraiment regarder si tous ces intrants sont bien listés. Et par rapport aux biodéchets des ménages, du moment que c'est trié à la source, c'est bon. Mais tout ce qui va venir d'IA ou de restauration collective, etc., c'est vraiment à regarder de près en fonction du nombre de couverts, etc. Enfin, en fait, en AB, on n'aime pas tout ce qui vient de trop grandes installations, par définition. Merci. Merci pour ce complément. Jean-Luc, il y a une question directement sur l'unité de méthanisation. Bernard Vigne qui demande quelle consommation d'eau en infiniment mélangée pour méthaniser des biodéchets sur cette exploitation. Avez-vous essayé de réutiliser l'eau pour la remettre dans le digesteur? Alors, l'eau issue de la filtration du dispositif, il est encore au stade développement, donc pas avec un fonctionnement régulier, mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour le déconditionnement, puisque l'équipement de déconditionnement nécessite, en fonction du type de déchet, un apport d'eau.
Aujourd'hui, sur notre installation, c'est à peu près 6000 mètres cubes d'eau pour les 13 ou 14 000 tonnes de biodéchets qui sont rajoutés. Donc oui, on pourrait utiliser cette eau dans le digesteur. Et une seconde question donc, sur le fumier. Donc on a abandonné d'introduire le fumier dans le digesteur parce qu'il était très pailleux, donc on n'avait pas de grosses quantités, hein, très pailleux, assez peu méthanogène et pas mal de soucis avec des liants, les ficelles des systèmes de brettelage qui venaient s'entourer dans des équipements. Donc aujourd'hui, le fumier que l'on a est composté puisque notre site a ce fameux agrément sanitaire et il n'est plus méthanisé. Merci. Une dernière question concernant votre unité. Quelles recommandations en fait vous auriez sur justement la mise en place d'une collecte de biodéchets en vue d'une méthanisation? Quelles sont vraiment on va dire les 3 grandes recommandations que vous auriez à faire? L'accompagner d'une communication active. Oui, je réfléchis. Donc, ouais, la communication. Au niveau du tri d'être et donc de la collecte, hein, d'être impliqué pour pouvoir faire des retours lorsqu'il y a des problèmes de qualité. Et également communiquer auprès des gens à qui on met en place ces collectes sur comment se recycler ces matières et qu'est-ce qu'elles deviennent. Nous, par exemple, sur les gros producteurs, que ce soit la restauration ou les grandes et moyennes surfaces, depuis le début, dans le cadre de chartes qui nous sont propres, appelées éco-resto ou éco-distri, on a un petit film que l'on met à disposition des opérateurs de tri pour qu'ils voient comment sont recyclés leurs déchets. C'est l'intérêt d'ailleurs sur les filières organiques parce que c'est souvent des filières locales. Ça ne fait pas le tour du monde dans des porte-containers. Et on restitue à nos clients qui le souhaitent 1 kilo de compost par euro de chiffre d'affaires qui font dans ces référentiels. Donc du coup, ça permet à la personne qui fait le tri de voir la finalité de son geste et de son effort. Donc voilà un petit peu la recommandation que je pourrais faire. Et voilà, le tri à la source permet de collecter des bonnes matières de qualité et sans les mélanger, donc avec des boues d'épuration, ce qui permet de garder un digestat qui ne suscite pas d'inquiétude sur les teneurs en métaux lourds ou sur les molécules pharmaceutiques que l'on pourrait retrouver dans les boues d'épuration, et auquel cas, si on mélange avec les biodéchets, ça vient altérer la qualité du digestat. Merci Jean-Luc pour votre témoignage, pour avoir répondu à ces questions. Maintenant que vous avez la tête pleine de réglementation, d'aspects techniques, que vous en savez un petit peu plus sur les étapes à mettre en place, les différentes règles à respecter pour méthaniser des biodéchets, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux mettre sur mon territoire en fait en place une démarche de valorisation des biodéchets. Pour cela, pour pouvoir répondre à ça, je vais inviter Vincent Ries, chargé de projet biométhane à GRDF, à prendre la parole pour vous éclairer un peu plus sur les différentes étapes que maintenant vous pouvez mettre en place en amont de cette valorisation pour pouvoir lancer un projet de territoire de valorisation des biodéchets. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on voulait le témoignage d'une collectivité. Hein, Aurélie, tu l'as dit en amont. Donc, je vais essayer de vous partager le retour d'expérience, en tout cas de plusieurs collectivités sur le territoire qu'on accompagne aujourd'hui collectivement avec Métasynergie. Finalement,
vous, collectivités, êtes tout à peu près au même stade, avec des objectifs que vous avez fixés dans vos PCAET, dans vos SCOT, de production d'énergie renouvelable sur votre territoire, dans votre stratégie énergétique. Vous avez également une réglementation qui arrive très rapidement, puisqu'on l'a vu, vous devrez être opérationnel sur la valorisation de la matière organique au 1er janvier 2024. Et puis, on voit également sur les territoires une forte volonté de développement des circuits courts, d'une économie circulaire de territoire. Et finalement, tous ces enjeux font appel à plusieurs thématiques que sont l'urbanisme, l'énergie, l'économie, le climat, l'agriculture, les déchets, finalement une multitude de thématiques. Et on peut voir à cette étape, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est de mettre toutes ces compétences autour de la table pour commencer, parce qu'elles sont toutes nécessaires pour réussir la réflexion. On a vu notamment la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui a commencé une première réflexion en mettant tous ces acteurs autour de la table, et on accompagne dans cette démarche-là. Et donc, on trouve que le fait de réunir toutes ces compétences est plutôt très intéressant. Finalement, à cette étape clé de cette première réflexion, comment Métasynergie peut vous accompagner? La première chose, c'est vous aider à animer ces premières réunions en vous proposant du contenu, bien sûr, des éléments techniques. Également du conseil très en amont. Je pense par exemple au fait que finalement, 2024, la réglementation sur la matière organique va vous obliger à un retour au sol de la matière en local, parce que voilà, le PRPGD résonne en bassin de vie et souhaite vraiment que le retour au sol se fasse localement. Donc, forcément, que le retour se fasse sous forme de compostage ou de méthanisation, mais le monde agricole doit être mobilisé dès maintenant dans la réflexion. Et je pense notamment aux exemples du Var, où on a une agriculture principalement viticole. Le viticole et le compostage de la méthanisation, c'est pas forcément des enjeux communs, parce que ça peut être compliqué d'apporter du digestat en grande quantité sur de la vigne. Donc voilà un exemple qui montre que le monde agricole doit être mobilisé dès maintenant. Une autre contrainte, on sait qu'on est une région très touristique et également très dense en population, donc forcément les fonciers peuvent être rares et chers, et donc l'urbanisme doit aussi être dans la boucle dès le départ pour intégrer finalement ces nouvelles unités foncières dans l'aménagement du territoire. Donc l'accompagnement de Métasynergie, donc je reviens à ça, donc une animation de projet, des conseils, et puis finalement comment concrétiser tout ça. On peut vous réaliser un diagnostic d'opportunité à cette phase de réflexion amont, qui vous permet de structurer un petit peu plus la réflexion en termes de méthanisation. Un accompagnement supplémentaire dont a parlé la personne de l'ADEME tout à l'heure. Donc voilà, l'appel à projet qui est lancé par l'ADEME et la région sur la généralisation du tri à la source et de la valorisation des biodéchets. Donc tout à l'heure, la personne a expliqué que la méthanisation ne faisait pas forcément partie du plan de relance. Bien entendu, vous serez accompagné dans les réflexions sur la méthanisation par Métasynergie, et c'est ce que je suis en train de vous présenter.
On peut passer à la slide suivante. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que tous les territoires aujourd'hui se posent cette question et finalement, chaque territoire a ses spécificités, notamment en termes de quantité de biodéchets. On l'a vu tout à l'heure, la collecte des biodéchets des ménages n'apporte pas forcément énormément de gisements, en tout cas pas nécessairement assez pour structurer un projet méthanisation. Donc, il faut bien raisonner à la fois DMA, mais également DAE, également des déchets des activités économiques, pardon. Également intrants agricoles. Il faut prendre en compte également dans notre secteur voilà, la densité de population, le tourisme, la pression foncière, et puis les typologies d'agriculture, que ce soit l'agriculture céréalière dans certaines zones du territoire, arboricole, viticole, l'élevage, etc., etc. On a pu accompagner quelques démarches que je voulais partager, qui sont des démarches intéressantes. Je vais commencer par la démarche qu'a lancé le Pays d'Arles. Donc, finalement, sur le PETR du Pays d'Arles, on avait la présence d'un fort gisement agricole et la volonté du Pays d'Arles de développer les énergies renouvelables sur son territoire. Et donc, forcément, la méthanisation est venue naturellement dans cette réflexion et s'est posé la question, voilà, comment développer la méthanisation sur le territoire. La méthanisation est principalement agricole sur le Pays d'Arles, donc les gisements sont agricoles, donc comment faire? On a accompagné le Pays d'Arles à lancé une démarche de mobilisation des agriculteurs par un bureau d'études spécialisé qui a mobilisé le monde agricole pour développer des projets de méthanisation. Donc, c'était en juin de l'année dernière. Et finalement, on a à ce jour 3 projets méthanisation qui ont émergé sur le territoire du Pays d'Arles. Et forcément, l'émergence de ces 3 projets de méthanisation fait que les EPCI du territoire pourront avoir demain une solution de valorisation locale de leur matière organique. Donc, une démarche plutôt intéressante. Cette démarche exemple, elle est à reprendre si vous êtes sur un territoire où les intrants agricoles sont plutôt présents en quantité importante. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Provence-Alpes Agglomération qui, il y a maintenant 3 ans, avait une contrainte de coût de traitement de ces biodéchets et une solution d'ISDND, d'enfouissement des déchets des DMA, qui était pour la population et pour les élus non satisfaisante d'un point de vue environnemental. Donc, ils ont naturellement lancé une étude de faisabilité, méthanisation territoriale sur le territoire, avec une identification des gisements, des exutoires pour l'énergie et le digestat, mais surtout également l'identification de fonciers judicieux et disponibles et optimaux. Et finalement, de cette étude de faisabilité, a suscité l'intérêt d'un opérateur agricole à développer un projet méthanisation sur ce territoire. Donc, cet opérateur s'est rapproché de la collectivité et la collectivité lui a dit ça peut nous intéresser que vous développiez un projet agricole sur le territoire, mais nous souhaiterions que vous puissiez également méthaniser
nos biodéchets du territoire. Donc, finalement, cet opérateur agricole est en train de faire une offre à la collectivité d'une solution globale, de mise en place de points d'apport volontaires là où le compostage de proximité est impossible, de collecte et préparation de la matière pour la méthanisation, et puis de co-méthanisation des déchets organiques avec les intrants agricoles du projet. Donc, c'est une première approche qui reste à travailler, mais dans les grandes lignes, l'opérateur s'engage finalement à proposer une solution globale de gestion du biodéchet impliquant la collectivité à un coût équivalent à l'exutoire actuel, et finalement, grâce à la méthanisation, sans évolution majeure de prix sur les 15 prochaines années. Donc, on voit que c'est une deuxième démarche assez intéressante, là où on a finalement des quantités de déchets organiques de la collectivité et des déchets agricoles dans des proportions un petit peu équivalentes. Ensuite, le troisième exemple, c'est l'exemple de la communauté de communes de d'Aiguez en Provence. Donc, une collectivité de 8 communes, 20 000 habitants, plutôt dans le domaine rural, avec finalement, il y a quelques années, en 2018, une volonté d'anticiper et de tester la collecte sélective des biodéchets. Finalement, le choix qui a été fait, c'est la mise en place de points d'apport volontaires en colonnes enterrées avec accès badgé pour à peu près la moitié des habitants de la commune, 10 000 habitants, avec un retour d'expérience, c'est voilà, 200 tonnes de biodéchets collectés par an. Et finalement, ces biodéchets, jusqu'à aujourd'hui, sont envoyés sur une plateforme de compostage à Tarascon. Donc, la collectivité juge que l'apport vers une unité de compostage à Tarascon est pas forcément optimal parce que un peu loin à distance. La vision moyen terme du territoire, c'est de passer à une couverture de cette collecte séparée, enfin de cette collecte en point d'apport volontaire à 100% du territoire. Et parallèlement à ça, sur cette communauté de communes, on a un porteur de projet méthanisation territoriale avec traitement de biodéchets qui s'est positionné et qui souhaite s'implanter sur la communauté de communes. Donc forcément, la réflexion en cours, c'est de favoriser, pour la communauté de communes, c'est de favoriser l'implantation du porteur de projet de méthanisation sur son territoire, qui lui permettra à terme d'avoir un exutoire et une valorisation locale de sa matière organique. Donc, l'accompagnement de Métasynergie sur ces réflexions de façon opérationnelle. Donc, ce qu'on propose, c'est tout d'abord un outil cartographique qui s'appelle MetaZoom, que vous retrouvez sur notre site internet, qui vous permet d'avoir une vision des 5 facteurs clés de réussite de votre projet sur cartographie. Donc, quels sont mes gisements, quel est mon exutoire pour le digestat, quel est mon exutoire pour le biométhane, etc. etc. On vous propose également des cahiers des charges qu'on a travaillé avec les EPCI que j'ai cités précédemment sur des cahiers des charges pour pouvoir consulter des bureaux d'études sachant sur les secteurs pour que vous ayez des réponses techniques et fiables. Et puis, bien sûr, à ce stade, dans Métasynergie, on retrouve l'ADEME et la région qui proposent des subventions d'études pour ce type de prestations. On peut passer à la slide suivante. Donc,
finalement, quel accompagnement propose Métasynergie tout au long d'un projet, hein, de la phase idée à la phase pré-diagnostic, puis étude de faisabilité, conception et enfin réalisation. Finalement, à la phase idée, on l'a vu, hein, c'est un accompagnement à l'émergence d'idées, des retours d'expérience, des visites de sites, vous aider à vous structurer en équipe projet. Sur la phase diagnostic, ce que je vous propose, c'est un accompagnement à la réalisation d'un diagnostic d'opportunité méthanisation et la mise en relation avec des partenaires avec lesquels on a des retours d'expérience. Finalement, en étape faisabilité, on vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cahiers des charges type et des subventions à hauteur de 50 à 80% d'études de faisabilité. Également, on peut être présent à la phase du choix du prestataire parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un exercice facile d'essayer de trier les différents dossiers des répondants. En phase conception, on propose bien sûr de la subvention à l'investissement dans l'unité de méthanisation, hein, et pour ça, je vous invite à vous rapprocher de l'ADEME et de la région ou d'aller sur le site Métasynergie, vous retrouverez les cadres d'intervention de l'ADEME et de la région. Et puis en phase construction-exploitation, je pense à l'exploitation, là, on vous a accompagné tout au long du projet. À la phase exploitation, finalement, on a besoin de vous pour construire nos retours d'expérience. On peut passer à la slide suivante. On va juste avant prendre quelques questions. Je terminerai sur les outils et accompagnement. Je prendrai le relais. Merci Vincent pour ces retours. J'en profite pour préciser un petit point sur l'unité de méthanisation qui va se développer sur la communauté Gouvèze. L'intérêt là également, c'est que la collectivité du coup sera apporteuse d'intrants, mais pourra aussi partie intégrante de la gouvernance. Nous avons quelques instants pour pouvoir traiter quelques questions. Si vous avez des interrogations sur comment la collectivité peut s'impliquer, quel accompagnement également Métasynergie peut vous offrir dans ce cadre d'accompagnement, n'hésitez pas à poser vos questions ou à ouvrir votre micro et à la poser. Oui, je vois que Alice reprécise dans le chat que hors appel à projet, l'ADEME soutient également l'investissement avec le lien directement vers la page de soutien, enfin de subvention pour les études préalables à la construction d'unités de méthanisation. Si vous n'avez pas de questions, sachant, n'hésitez pas à les poser, on les traitera et on transmettra les réponses ultérieurement. Je vais donc passer en fait à une présentation des outils et accompagnements de Métasynergie pour un peu plus aller en détail. Vincent a très bien détaillé l'accompagnement opérationnel en fait qui est mené par Métasynergie, mais au-delà de ça, que vous soyez seulement désireur d'approfondir vos connaissances sur la méthanisation, sur les enjeux, sur la réglementation, nous avons des outils de la diffusion d'informations avec le site internet Métasynergie. Également une newsletter que nous avons mis en place, une newsletter trimestrielle qui vous informe des derniers événements, des dernières actualités. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter qui est tout en bas de la page d'accueil du site Métasynergie. Mais vous avez également à disposition des outils opérationnels pour vous accompagner, donc notamment un guide blanc sur la méthanisation en région. Ce guide, c'est vraiment le livre de chevet que vous devez avoir pour comprendre la méthanisation, ses enjeux, avec vraiment un focus sur la région. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour chaque facteur clé de réussite, un focus sur la région pour vous permettre de mieux appréhender quels sont les enjeux sur notre territoire, mais également des exemples de cahiers des charges pour vous accompagner
dans toutes ces parties administratives, également l'outil cartographique Métazine dont parlait Vincent, et d'autres outils qui viendront petit à petit avec l'équipe de communication, avec différents outils pour vous aider dans vos projets. Et n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site Métasynergie qui vous proposera les prochaines visites de sites que nous organisons, mais également les webinaires. Vous avez également des fiches d'expérience d'unités qui sont déjà en fonctionnement. Ça vous permettra peut-être de voir quel type d'unités sont en fonctionnement, comment est-ce qu'eux se sont structurés, quel type d'intrants ils utilisent, et également donc, des mises en relation avec des professionnels et des experts selon vos besoins. Donc, tout cela, vous pouvez le retrouver sur le site Métasynergie. Je vous ai mis des grands visuels de tout ce que nous proposons. Ce sont vraiment des outils pour vous accompagner. Tout retour sur ces outils sont appréciables parce qu'ils doivent être vraiment à votre disposition et doivent vous être utiles. Du coup, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je remercie tous les intervenants pour leur présentation, pour le temps qu'ils nous ont accordé, pour les explications et les témoignages. Je vous remercie aussi, vous, les participants, pour votre attention, pour vos questions. C'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a un intérêt pour cette thématique et que c'est vraiment porteur. On va vous mettre dans le chat un sondage de satisfaction. N'hésitez pas à faire un retour sur le webinaire, mais aussi de partager vos besoins concernant les prochains webinaires, les sujets que vous souhaiteriez traiter. Ça nous permettra de répondre au mieux à vos besoins. Et j'espère que le processus de valorisation des biodéchets par méthanisation est un peu plus clair pour chacun de vous. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.